Et bonjour à tous, c'est Double J pour Squash FM, on se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite. Petit réglage de micro pour cette fois-ci, parce que ces derniers temps j'avais des petits problèmes d'aller-retour dans la voix. Au niveau des enregistrements, normalement c'est à peu près réglé. N'hésitez pas à me dire s'il y a quoi que ce soit à corriger au niveau du son. Au niveau du son de la voix, s'il y a des bruits parasites ou quoi que ce soit, pour que j'essaye de corriger ça. Je suis pas un expert en termes de son, mais j'essaye de faire au mieux pour que ce soit à peu près agréable à écouter quand même pour vous. C'est quand même le plus important. Donc n'hésitez pas à me dire. En tout cas, on part tout de suite sur le show qui se déroule à Manchester, en Angleterre, devant à peu près 11 000 spectateurs, où le public a été très vocal pendant tout le show pratiquement. On est en plus sur un long show de 3 heures cette fois-ci. Comme on est en voyage, on évolue à l'extérieur, je peux comprendre un petit peu aussi le fait qu'on fasse des épisodes spéciaux en ce moment-là, surtout qu'on profite du fait qu'il y ait une grande salle, qu'il y ait de l'ambiance. Pour le coup, c'est assez compréhensible. Et le show ne perd pas de temps du tout, puisqu'on commence directement avec Jon Moxley contre Roderick Strong dans le cadre de la Blue League. Jon Moxley, lui, est à seulement 3 points, et Roderick Strong, lui, est déjà éliminé des demi-finales du Continental Classic, puisqu'il n'a que 0 points. Maintenant, il doit évoluer pour l'honneur. On a eu un match assez compétitif entre les deux hommes. Voilà, avec, comme je disais, Roderick qui doit sauver l'honneur, et Mox, lui, qui est au dos du mur. S'il perd un nouveau match, il est également éliminé. Et Moxie, du coup, va réussir à se maintenir en vie à l'intérieur du Continental Classic, puisqu'il va prendre la victoire via le Paradigm Shift. C'est un match qui a été très compétitif, quasiment 50-50 entre les deux. On dirait qui sort encore une jolie perf, c'est vraiment un super workhorse pour AEW. Et Moxley, il sort vraiment des jolies perfs également. Euh, voilà, Strong pour lui, c'est terminé. Il pourra plus se qualifier. Maintenant, il se bat vraiment juste pour le plaisir de se battre. Et voilà, pour espérer choper ses 3 premiers points, parce que là, je vous mets le tableau des scores de la Blue League. On le reverra un petit peu plus tard, puisqu'il y aura un deuxième match dans le cadre de la Blue League dans la soirée, où, pour le moment, Claudio Castagnoli et Takeshita sont en tête. Mais pour Claudio, il n'y a plus qu'un match à faire, alors que pour Takeshita, il en reste 2. Il peut encore finir à 13 points de son côté. Et que vous voyez, pour Roderick Strong au maximum, il peut seulement atteindre les 6 points. C'est donc terminé pour lui. Sinon, tout le monde est encore pour le moment encore à peu près en course pour le tournoi. Eddie Kingston qui revient sur sa défaite contre Samoa Joe. Il nous dit qu'il a appris de cette défaite. Voilà, il n'est pas abattu. Il vient de revenir après tout. En revenant, il a un match pour le titre mondial. Certes, il a perdu, mais il apprend de cette défaite. Et donc, c'est quoi la suite pour lui? On le saura bientôt, parce qu'il sera à Collision. Et il est prêt à affronter n'importe qui voudra bien se présenter face à lui. On enchaîne avec le 3 contre 3 pour 1 million de dollars entre The Elite et la Don Callis Family. Les Bucks, d'ailleurs, petit clin d'œil qui rentre sur leur ancien thème de Being the Elite, un petit clin d'œil un petit peu sympa pour leur réunification avec Kenny Omega. Il y a aussi pas mal de petites références à l'intérieur du match même, avec des petits moves qui leur appartiennent et qu'ils n'avaient pas fait depuis un moment. Donc ça reste toujours assez sympa à suivre. Il y a un face-à-face qui est assez cool également entre Kenny Omega et Kazuchika Okada. On le sait, les deux ont un énorme historique, ils se sont affrontés en un contre un il n'y a pas très longtemps dans un très bon match. Et on continue comme ça à teaser un petit peu des petits affrontements. Il y a des jolis moments pour Hechicero, qui est un petit peu, entre guillemets, celui qui a pas trop d'historique avec personne dans ce match-là. Mais il est toujours là. Bon, on sait qu'il est un peu là pour prendre le tombé, mais il brille beaucoup dans ce genre de match-là, parce que lui, il a rien à perdre. C'est celui qui est le moins, on va dire, exposé dans ce genre de match. Donc il en profite toujours, et j'aimerais bien qu'on tente peut-être quelque chose une fois que l'arc, peut-être Takeshita Okada sera terminé. Au niveau de la Uncase Family, il y a des petites tensions entre eux pendant tout le match, comme d'habitude. Et au final, bon, le match est remporté par The Elite via un One Weekend Angel assisté par les Young Bucks. Un match qui était très sympa. J'espère maintenant qu'on va terminer ce chapitre-là. On aimerait bien voir Kenny Omega faire autre chose que de faire du recyclage avec The Elite. Si c'est pour un soir, moi ça me va, mais Kenny Omega, il a plus beaucoup de combats dans les pattes. Ça serait peut-être intéressant de lui faire quelque chose d'un peu plus original, et de le découvrir dans des formats qu'on connaît moins de lui, je pense. Et on enchaîne avec la signature de contrat entre Adam Page, Swerve Strickland et Samoa Joe
pour le freeway à World's End, pour le titre mondial masculin. Voilà, Swerve qui dit que après tout ce que lui et Page ils se sont fait l'un à l'autre, il y a une espèce de respect mutuel entre les deux hommes. Il rappelle qu'il a déjà pris le titre à World's End des mains de Samoa Joe. Voilà, il y a Adam Page qui prend également le micro pour dire voilà, il y a pas très longtemps on était alliés, on voulait tous se battre contre la tyrannie. John Moxley était Death Riders. Maintenant on se retrouve les uns contre les autres. Il va voir Samoa Joe en lui disant mec, de toute façon je sais pas qui va gagner ce match, mais dans tous les cas l'important c'est que toi tu le gagnes pas. Donc Adam Page qui est presque prêt à concéder la défaite à Strickland, c'est un peu rigolo aussi sur le principe, je trouve. Il lui dit même que ce qu'il fait actuellement c'est pire que les Death Riders. Bon, je pense qu'il a quand même de la marge, je trouve qu'il exagère un petit peu. mais pour l'instant le segment était très bien et il passe un peu dans une autre dimension puisque MJF, Maxwell Jacob Friedman, fait son retour. Après plusieurs mois d'absence, il y a une jolie pop pour lui et le public de Manchester est assez content de le revoir. Et il va directement arriver, signer le contrat qu'il a obtenu du Casino Gauntlet à All In. Et le match devient donc officiellement un four-way. MJ, voilà, qui prend le micro, qui se met à roast un petit peu tout le monde sur le ring. Il dit qu'il veut battre Page et les deux rivaux d'Adam Page. Voilà, comme ça, Page il aura plus aucune excuse. Il pourra pas dire que c'est un lâche ou quoi que ce soit. Il a affronté tout le monde et il va battre tout le monde. Il veut se venger de Samoa Joe qui lui avait pris le titre quand il avait été champion pendant un peu plus de 400 jours. Il s'en prend également à Strickland voilà, il rappelle son passage chez WWE quand il était allié avec Top Dollar. Petit clin d'œil. Voilà, alors comme Jeff, bon bah lui, voilà, il était déjà chez All Elite à cette période-là, il est accompagné depuis le début. Strickland, c'est un opportuniste. Bon, c'est un peu facile là-dessus. Swerve arrive assez vite et se met très vite dans le moule. Là où MJF a pas toujours été non plus un numéro 1 efficace, on va dire, pour All Elite. C'est pas un catcheur que j'aime pas, mais on va dire que c'est loin d'être dans mes préférés d'AEW. Je trouve qu'il a ses bonnes armes. Là, il fait un très bon segment pour le coup. Il y a une jolie petite joute verbale, c'était assez sympa. Ça quitte le ring ensuite assez calmement, de manière assez étonnante, je trouve. Ça part pas du tout à la bagarre, mais ça rajoute un petit peu de piment dans le match, même si je crois que pas mal de monde avait prédit le retour de MJF pour en faire un four-way. Donc, un peu décevant de pas se faire surprendre, mais bon, ça va être 4 bons catcheurs sur le ring, malgré ce que peut en dire Hugo. On continue avec Kevin Knight et Mike Bailey backstage qui confirment voilà que ils restent amis après le match après leur match du Continental Classic et ils veulent faire une finale entre eux deux. Ils veulent tous les deux accéder à la finale de leur ligue et ils veulent s'affronter en finale du Continental Classic. Et ben écoutez, on vous souhaite tout le bonheur du monde pour y aller. 4v4 qui oppose Athena, Mercedes Moné, Marina Shafir et Megan Bayne contre Willow Nightingale, Harley Cameron, Toni Storm et Mina Shirakawa. J'ai trouvé que c'était un très bon match de milieu de carte. Il remplit exactement ce qu'il devrait faire sur ce format weekly. C'est un match avec beaucoup de monde qui est plutôt rythmé. Qui calme un petit peu le rythme du show aussi pour laisser le temps au public de se dire bon voilà, c'est pas un match si important que ça, on peut se détourner notre attention. Donc c'est un très bon match dans ce format là. Ce que je trouve dommage, c'est que c'est encore une fois aux filles de remplir ces cases et elles le font très bien. Donc surtout vu le niveau que ces 8 femmes sur le ring sont capables d'avoir, je trouve que c'est un peu dommage de les cantonner à ça, mais bon, c'est la place qu'on leur donne et encore une fois elles le font très très bien, je trouve. Au final, la team des méchantes qui finit par prendre la victoire via une éclipse d'Athena et Mercedes qui en profite pour faire le tomber dans la foulée. C'était un peu drôle parce que du coup le tombé de Mercedes Moné est un peu présenté comme étant un roll-up, mais suivi de l'éclipse qui est pour ceux qui ne le savent pas, mais qui est le move de fin d'Athena. C'est avec ça qu'elle gagne la plupart de ses matchs. Et Willow nocelle complètement l'Eclipse pour poursuivre Mercedes Moné. Je trouve que c'était un peu drôle parce que le tombé était mal vendu, on va dire.
Mais ouais, ça a été vendu comme un roll-up et au final, bah, ça suivait un mouvement de fin, donc bon, c'est petit couac, mais le reste du match était sympa, donc on va rien dire. Et encore, le show qui s'est vite enchaîné sur les combats, parce que derrière, on a enchaîné avec le main event, non, pas le main event, pardon, avec le Kyle Fletcher contre Pac. Kyle Fletcher à 6 points dans la Gold League et Pac à 3 points dans la Gold League également. Si Fletcher gagne, il est qualifié pour les demi-finales de la Gold League. Et donc un match qui démarre avec une construction qui est un peu lente, à peu près jusqu'à la coupure pub. C'est un 50-50 entre les deux hommes. Il n'y a pas qui arrive un moment à mettre Fletcher dans son brutalizer, là, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il y a quelqu'un qui a 2 doigts de s'effondrer, de tomber complètement KO. Mais il avait le pied dans les cordes à ce moment-là. Donc l'arbitre casse. On pense que Fletcher après va réussir à prendre la victoire parce qu'il enchaîne tous ses moves. Il arrive à reprendre un petit peu le dessus parce que Pac est frustré de ne pas avoir réussi à gagner là-dessus. Et au final, alors que Fletcher montait sur la 3ème corde pour terminer le match, Pac le surprend avec un avalanche Poison Rana du haut de la 3ème corde et il enchaîne avec sa Black Arrow pour prendre les 3 points sur Kyle Fletcher. Finish un peu couillu, on va dire, parce que voilà, c'est Pac qui n'a pas encore été vendu comme étant un mec ultra dominant dans la division solo. Et effectivement qui prend la victoire contre Kyle Fletcher, en plus une victoire assez nette et décisive. C'est pas une victoire par roll-up, c'est une victoire par le ring, et franchement c'était une plutôt belle surprise. J'ai été agréablement surpris de voir Pac gagner là, donc un beau moment. Je vous mets également le classement de la Gold League, du coup, où les cartes sont un peu redistribuées avec cette victoire de Pac. Il reste plus qu'un match pour Kyle Fletcher qui pourra aller maximum à 9 points. Donc pour l'instant qui reste bloqué à 6, alors que du côté de Pac il lui reste encore 2 matchs, et d'ailleurs tout le monde a encore 2 matchs à faire au minimum du côté de la Blue League, de la Gold League pardon. Donc ça va être assez intéressant parce qu'au final Fletcher, qui avait très bien démarré sa Gold League, se retrouve complètement dos au mur. Donc ouais, ça va être quelque chose d'assez intéressant. Il peut aller maximum à 9 points, et même à 9 points, il peut encore se faire doubler par quasiment tout le monde. Donc ça va être un moment assez intéressant à suivre. Et quand je vous dis que ça s'est enchaîné sur ce Dynamite, on enchaîne tout de suite avec le main event du Dynamite, avec la Battle Royale pour la Diamond Ring. Il y avait un joli casting pour cette Battle Royale, et au final, c'est terminé avec un Final 6 entre Brodido et The Demon et Josh Alexander, qui faisait office d'intrus, mais c'est Josh Alexander d'ailleurs qui sera le premier éliminé de ce Final 6. Jolie manœuvre de Brodido pour l'éliminer. Un petit peu plus tard, il y a Brody King qui veut sauver Bandido qui est dans le dur, et il élimine Toa Liona, mais il s'élimine également en prenant un peu trop d'élan dans sa lariat. Derrière Bandido, il enchaîne en éliminant Bishop Con via un Poison Rana, et la finale du coup qui opposera donc Ricochet à Bandido pour remporter la Dynamite Diamond Ring la semaine prochaine à Dynamite en format 1 contre 1. Donc c'est une Battle Royale, il n'y a rien eu d'exceptionnel, mais on va dire que c'est un format efficace. C'est pas quelque chose dont AEW abuse en général, ces formats-là de Battle Royale. Donc ça me va, on va dire, sur ce format-là. C'était pas particulièrement passionnant, c'est pas un match que je vous recommande à regarder, mais c'était pas désagréable à suivre. C'est une Battle Royale, tout ce qui est de plus classique. Et on enchaîne ensuite. Comme c'est un épisode de 3 heures, vous connaissez le format chez AEW, c'est un épisode de collision accolé à un épisode de Dynamite. Donc la première chose qu'on voit dans ce passage à collision, c'est Jon Moxley qui est backstage, qui dit qu'il adore le Continental Classic, ça lui permet de faire sortir le meilleur de ses adversaires. Et maintenant qu'il est dos au mur, il va tout lâcher dans la ring d'ici la fin du tournoi. Et pour continuer d'ailleurs sur le tournoi, le dernier match du Continental Classic de cet épisode, Orange Cassidy contre Mascara Dorada. Les deux hommes sont à 3 points dans le tournoi. Et un match qui commence sur un style un peu technique, un peu lent. Au début, on part sur un match qui est très amical entre les deux. On se laisse le temps de souffler, on laisse le temps de récupérer entre chaque spot. S'il y en a un qui va en dehors du ring, on le laisse faire, on attend qu'il revienne. Donc ça commence très amicalement. À un moment, Orange Cassidy part dans ses taunts habituels. Il met les mains dans les poches. On sent que ça commence un peu à énerver Mascara Dorada, qui va décider d'aller un peu plus à l'offensive dans le match.
Et du coup, après une dizaine de minutes de bonne qualité, c'est Orange Cassidy qui arrive à surprendre Dorada en contrant un 360 crossbody en roll-up pour prendre 3 points. Et donc Orange Cassidy qui part aux 6 points dans la Blue League. Je vous remets le classement. Ce sera le dernier match du coup de Continental Classic dans le show. Orange Cassidy donc à 6 points, qui du coup reste un contender sérieux pour prendre la demi-finale. Ça va être un peu plus difficile pour Mascara Dorada, mais il lui reste 6 points éventuellement à prendre. Donc quasiment tout est possible pour tout le monde, sauf pour Roderick Strong. Malheureusement pour lui qui est déjà éliminé. On a Mercedes et Athena qui sont avec Lexiner et voilà, elle commente le fait d'avoir réussi à tomber contre la moitié des championnes par équipe et elle demande un match pour les titres par équipe pour la semaine prochaine. Et Mercedes annonce également qu'elle va défendre son titre de championne Rev Pro comme ils sont en Angleterre en ce moment avec AEW. Tant qu'à faire, on va aller à Collision et on va aller défendre le titre Rev Pro United Kingdom, donc un match à suivre. Il me semble pas qu'ils aient annoncé son adversaire. Alors, si vous avez vu les spoilers, parce que tout a été enregistré quasiment en même temps, vous savez ce qui s'est passé. Mais je ne parle que de Dynamite et du collision accolé à ce show, donc je ne spoilerai pas pour ceux qui voudraient aller voir le show pour plus tard. Donc pour l'instant, je ne vous dis rien, mais ça a l'air d'être assez sympa. On enchaîne encore avec de la division féminine pour le seul match de collision féminin. Jamie Hayter contre Isla Dawn. C'est un peu sur le même principe que le 4v4 de tout à l'heure. C'est un match qui est sympa pour de la mid-card. Ça casse un petit peu le rythme du show. On laisse les gens un peu souffler. D'ailleurs, sur le match là, les gens ont vraiment soufflé. Le public a été plutôt chaud tout du long, mais là, ça a été un petit peu calme. Les gens sont pas très très investis pour Ayla Down. En même temps, elle est pas apparue souvent. C'est pas non plus vraiment une régionale de l'étape. Elle est écossaise, si je ne dis pas de bêtises. Donc, bon, c'est plus Jamie Hater à local. Ayla Dawn, elle arrive en tant que face également, donc forcément, ça n'aide pas trop, je pense, à s'investir dedans. C'est d'office qui va gagner. Le match reste sympatoche à suivre. Il n'y a pas de grands enjeux. Faut pas chercher midi à 14h dans ce genre de match. Ça permet de se montrer et de teaser un petit peu voilà, le fait que Jamie Hater, elle reste forte pour partir affronter Chris Statlander à World's End. Donc voilà, c'est sympa, mais c'est dommage que ce soit la seule utilisation qu'on trouve à faire avec les dames sur ce show. Mais voilà, victoire, comme vous pouvez s'en douter, de Jamie Hayter avec sa Hater Raid. Après le match, il y a les Sisters of Sins qui viennent s'en prendre à Jamie Hayter. Statlander arrive assez rapidement pour faire le save. Et Jamie Hayter, en voulant mettre son Hater Raid sur Tekla, en fait, elle touche Statlander. Alors l'écart il est assez gros, donc on dirait vraiment qu'elle fait exprès. D'ailleurs, ils vont jouer là-dessus au niveau des commentaires. Et même, comme vous le voyez sur la photo, Jamie Hayter va peut-être un peu jouer dessus. Alors, peut-être que je l'ai fait exprès, on sait pas. Et du coup, mon rebuté, elle va aller prendre la ceinture, elle va la soulever au-dessus du corps sans vie de Statlander. Est-ce que on préparerait peut-être pas un turn pour Jamie Hayter? Est-ce qu'on veut juste lui caler un petit peu d'attitude? Dans les deux cas, je trouve ça assez intéressant. Je trouve que la construction du match entre Jamie Hayter et Chris Statlander est pas forcément dingue. Après, c'est toujours pareil avec All Elite. On n'est pas forcément sur des constructions qui sont géniales à chaque fois, mais ça a le mérite de toujours fournir des bons matchs à la suite. C'est deux super catcheuses, donc j'ai aucun doute sur le fait qu'on va avoir un bon match dans la foulée. Donc, j'ai envie de pardonner, mais en même temps, j'ai tellement envie qu'ils fassent mieux avec ce qu'ils ont, parce qu'ils ont un si bon potentiel féminin dans leur roster. Visiblement, on en a parlé dans la Squash News il y a pas très longtemps, mais Lena Cross aurait signé chez All Elite Wrestling. Est-ce qu'il y a la place? Est-ce que si elle vient, ça veut dire qu'il faut tout de suite effacer quelqu'un d'autre? C'est toujours ce problème que j'ai un petit peu avec la division féminine. Il y a toujours quelque chose qui vient remettre à demain le fait qu'on les exploite pleinement. Là, actuellement, il y a le Continental Classic qui prend beaucoup de place, donc on remet ça à plus tard. J'aimerais bien peut-être qu'on prenne la vitesse supérieure. Et le main event
FTR contre Austin Gunn et Juice Robinson représentant le Bang Bang Gang pour les titres mondiaux par équipe. J'ai pas été un gros fan du match, à titre personnel, en tout cas en main event d'un show de 3 heures. Je trouve ça un peu décevant, mais vu comment l'élite vend son truc, c'est pas un main event d'un show de 3 heures, c'est le main event du Collision qui est collé à Dynamite. Donc, bon, c'est eux le vendent comme ça. Le ressenti, c'est que c'est un épisode spécial de 3 heures, donc on aimerait bien finir en apothéose. Et je trouve que c'était pas forcément le meilleur match pour le faire. Après, le match reste quand même très correct. Il y a un faux finish à un moment quand le Bang Bang Gang pense avoir gagné, mais cache, met le pied de Dax dans les cordes. Finalement, c'est FTR qui arrive à prendre la victoire grâce à cette confusion-là. Ils finissent par faire un leg lock sur Juice Robinson qui tape out. Et le show se termine quasiment tout de suite là-dessus. Ça a beaucoup enchaîné les matchs en ce show, ça c'est quelque chose que je trouvais très appréciable. Il n'y a pas eu beaucoup de segments qui servent à rien. Là on a fait avancer les choses en faisant du catch, en montrant des histoires sur le ring, et ça c'était assez sympa. Je trouve que ça reste quand même un moins bon épisode que la semaine dernière qui était vraiment excellent à ce niveau-là. Le segment A4 sur le ring est sympa, s'éternise pas trop. J'ai un petit peu du mal avec ce format du on prend le micro chacun son tour, chacun dit toi je t'aime pas, toi je t'aime pas, toi je t'aime pas, tiens micro suivant, non, toi, non c'est moi qui t'aime le moins, non c'est moi qui t'aime le moins. Bon c'est comme la Battle Royale, ça va que c'est pas quelque chose qu'ils font souvent. Donc c'est moins choquant. Maintenant qu'MJF est de retour, par contre, ça c'est quelque chose qu'on risque d'avoir plus parce que c'est un peu son format aussi au niveau des promos. Ça reste un plutôt bon show qui, si vous avez le temps d'aller le voir, je vous recommande, même si 3 heures, ça reste aussi quelque chose d'assez conséquent. Surtout que malgré le fait qu'on ait collé le collision à Dynamite, il y aura quand même un collision ce week-end. Donc déjà que la semaine prochaine, il y aura également World's End. Cette semaine, pratiquement du coup 4 heures de contenu weekly, cumulé à ce qu'on aura la semaine prochaine, ça commence à faire beaucoup. Attention à pas surdoser. J'aime beaucoup Elite Wrestling, j'aime beaucoup regarder vos shows, mais il faut pas mettre un petit peu trop, passer à la surdose. WWE le fait énormément, parfois ça casse beaucoup les rythmes. Je peux comprendre cette envie d'envahir l'espace médiatique, mais parfois c'est bien de laisser les gens souffler un petit peu, parce que juste si ça devient dur d'auto-suivre, beaucoup de gens peuvent aussi lâcher l'affaire. Donc attention, surtout avec tous ces shows spéciaux, maintenant qu'il y a beaucoup de pay-per-view en plus de ça chez All Elite, il y a encore beaucoup de shows spéciaux. Ça fait beaucoup de contenu catch très souvent chez All Elite, donc attention à ça. À réfléchir à ne pas faire un peu trop, je pense. Et c'est tout pour ce récap de Dynamite. J'espère que ça vous a plu. Comme je disais au début, j'ai retenté des choses au niveau du micro pour éviter quelques bugs de son. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a le moindre souci ou quoi que ce soit. Moi je vais réécouter un petit peu à la sortie en faisant le montage. Mais forcément, quand on monte, on a toujours l'impression que c'est moins bien que ce qu'on aimerait. Donc, je compte aussi un peu sur vous pour me dire si c'est bon, s'il y a quelque chose à corriger, s'il y a quoi que ce soit qui bloque. Je vous invite également, vous l'avez peut-être déjà vu, ou peut-être que vous découvrez la chaîne depuis ce moment-là, mais on a fait un Squash FM avec Sturi, qui est sorti le lundi dernier. Donc, si vous avez l'occasion d'aller le voir, n'hésitez pas à y aller. L'épisode est vraiment très bien. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu, mais s'il y en a qui regardent que les récaps de Dynamite, il y en a peut-être quelques-uns. Donc n'hésitez pas à aller regarder. On tente de multiplier les formats aussi pour que ça vous fasse plaisir. Je sais pas ce que vous regardez le plus, donc je suis curieux d'avoir vos retours sur toutes ces vidéos-là. On essaye d'être productif en ce moment sur Squash FM. Donc on continue comme ça. Je ne sais pas si je ne pense pas qu'on se verra d'ici Noël. En tout cas, pas sur des formats vidéo. Vu que Squash News, il n'y en aura pas ce dimanche, ce sera le dimanche d'après. Donc, je vous dis à tous, joyeux Noël. D'ailleurs, on n'a jamais été aussi proche de Noël qu'aujourd'hui. Je vous dis, amusez-vous bien. À bientôt.